Donc, je lance l'enregistrement. Bon, on est une petite trentaine présents pour l'instant. On sera un petit peu plus là en cours de séance. Je vais donc enregistrer uniquement la partie exposée et toute la partie discussion ne sera pas enregistrée pour qu'on soit totalement libre de nos échanges. Le syndrome de l'autruche, c'est le premier des bouquins que je vous propose d'analyser et je vous proposerai mardi prochain et le mardi encore qui suit un ensemble d'autres ouvrages pour nous poser la question des changements, de comment aborder le développement durable, son éducation, sa formation et tous ces aspects-là. Commençons par le syndrome de l'autruche aujourd'hui. Pas facile quand même de parler de ce livre qui est quand même extrêmement dense. Alors voilà comment je vous propose de procéder. Par rapport au bouquin, j'ai sorti un certain nombre d'éléments du livre en essayant de ne pas zapper des parties entières. Donc, pourquoi est-il aussi difficile de parler des risques climatiques? Un nouveau message difficile à faire passer. Notre cerveau est préparé à affronter des risques climatiques. Oui, non, par rapport aux autres risques. Incertitude, inquiétude, silence. Quelle information diffuser? L'indifférence, les peurs, les messages et les modes de communication. Ce qui relève du politique, ce qui relève des mouvements citoyens et les incohérences. La cohérence des discours, qui vous allez voir pose problème. Une dernière partie sur science, religion et changement climatique. On va donc commencer par la première partie de ce livre, dont je laisserai l'enregistrement sur le site du Réunifed après. Une première question est pourquoi c'est aussi difficile de parler des risques climatiques? Un exemple. Texas, Bastrop, octobre 2011, on a des incendies, c'est ce que j'ai mis tout en haut à gauche, avec de grosses destructions. Un an après, on revient et on interviewe les gens. Quand je dis on, je reprends les termes de George Marshall, hein, bien sûr. Je ne porte aucun jugement sur ce qu'il dit. J'essaie de vous décrire au plus précisément possible ce qu'il a dit en essayant de le modifier le moins possible. Donc, un an après, personne ne se rappelle avoir eu une quelconque conversation sur les changements climatiques. Et les rumeurs, les opinions alimentent nombre de conversations, alors qu'ils ont eu aussi des informations sur ces questions-là. Et les réponses des gens, c'est si le changement climatique avait une influence sur nous, on en parlerait. C'est évident, nous sommes journalistes, donc nous vous en parlerions. Les habitants parlent d'entraide dans leur communauté, et voilà ce qu'ils retiennent. Mais aucun, en un an, n'a fait la relation avec d'éventuels changements climatiques. Je parle de 2011, pas des problèmes qui sont arrivés il y a 2 ans, il y a 3 ans. Si on prend Sandy, bon, en bas à gauche, on est dans le New Jersey. Sandy a quand même relativement ravagé toute cette zone-là. Et qu'est-ce qu'on en retient? Ben, on en retient que c'est un changement climatique, mais pour l'instant, vous savez, on est sur la catastrophe. Et les changements climatiques, oui, il y a peut-être un lien, mais on verra ça un autre jour. Pour l'instant, vous savez, on a autre chose à faire. En fait, les récits mettent en avant la cohésion, la résilience de la communauté, et toujours avec un sentiment de fierté locale, mais c'est très américain, c'est-à-dire on s'en est sorti. Après la catastrophe, toujours, et ça je vous ai mis que 2 exemples, mais c'est toujours le cas rapporté dans d'autres livres d'ailleurs sur ces questions-là, les gestes antisociaux diminuent, l'entraide augmente, la générosité, le sens du devoir augmente. Et en fait, après une catastrophe de ce type, on se regroupe, on se rapproche et on évite tous les sujets conflictuels. Et vous comprenez que le changement climatique en étant un, il est évident qu'on explique assez aisément pourquoi, en fait, c'est les gens qui sont dans les endroits où il y a le plus que de risques climatiques, de risques majeurs climatiques, où les gens ont le moins conscience des risques climatiques des risques climatiques. Donc, risque majeur, risque climatique semblent s'opposer. En fait, vous allez voir, c'est pourtant très logique. Après une crise, on voit une volonté importante de revenir à la normalité, de reconstruire. Tous les discours des Américains, c'est on va tout faire pour revenir à la normale, reconstruire.
Bon, vous ferez très aisément le lien entre ce que je vous raconte là, du moins ce que George Marshall raconte là, et la situation que l'on vit aujourd'hui. On a la même chose après une tuerie aux USA, volonté de contrôle des armes. Donc, pour faire simple, cohésion, résilience dans la communauté, fierté nationale, on évite les conflits, on revient à la normalité, on reconstruit. Voilà fondamentalement ce qu'il en est. Après une catastrophe, soit on baisse les bras, on s'en va, on accepte la fatalité et l'incertitude. Ça existe parfois aux États-Unis, mais moins. On reconstruit en faisant un pari sur l'avenir, et on reconstruit, on reconstruit, on reconstruit. C'est d'ailleurs un problème récurrent sur un certain nombre d'îles pacifiques. Optimisme exagéré, sentiment d'invulnérabilité. Et là, par exemple, c'est exactement ce qui caractérisait les témoignages des Nord-Américains sur ces catastrophes. L'invulnérabilité, on y arrivera toujours. Les représentations des sinistrés sont modifiées par des mécanismes d'adaptation et déploient des récits collectifs. Ces récits collectifs ne correspondent absolument pas à la réalité, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas ça le problème. Il y a un désir de normalité, de sécurité. Mais par contre, il n'y a aucune sensibilité à une menace globale diffuse. Ce qui importe, c'est le ici tout de suite, ce qui nous a touchés, et un éventuel douteux changement climatique ne les concerne en rien. Alors, il est nécessaire de croire que la catastrophe était une anomalie. Et c'est très amusant ça, parce que pour les gens sur place, la catastrophe, en fait, c'est une anomalie. C'est un truc qui est arrivé comme ça, mais ça n'a rien de récurrent. Si on allait chercher les causes, alors là, on remettrait en question les valeurs américaines, en l'occurrence, puisque sur l'exemple pris, c'est les valeurs américaines. On remettrait en cause les valeurs américaines, les normes sociales, et effectivement, les gens changeraient. Ils ne seraient plus dans l'admission d'eux, mais ils seraient dans le changement. Et ce n'est pas du tout le cas, car ce contexte-là est complètement défavorable à une responsabilisation des personnes. Si on s'intéresse aux communicants climato-sceptiques, ils se servent des phénomènes météorologiques extrêmes pour enseigner et sensibiliser. C'est très efficace. Ils ont une capacité à faire évoluer les mentalités, les différentes pratiques. Il faut reconnaître que les communicants climato-sceptiques sont très communicants. Mais prenons un exemple. Dans l'Oklahoma, c'est un État où il y a quand même pas mal de risques majeurs et pas mal de climato-négationnistes aussi, influents qui plus est. Et en fait, il suffit d'un coup de froid pour convaincre que le changement climatique n'existe pas. Si on prend un autre exemple, on prend des phénomènes météorologiques imputés et on essaie de les réinterpréter. Si on est climato-sceptique, la météo est considérée comme instable et extrême. Si on est climato-sensible, ça va pour les termes, sceptique, sensible, la météo est anormale, c'est une preuve de dérèglement. Et donc, en fait, avec deux approches complètement différentes, on trouve les arguments qui nous permettent d'aller dans le sens qui nous intéresse, bien sûr. C'est classique, ça. C'est vu comme le monde, mais nos rationalités ne s'exercent pas toujours dans le sens que l'on avait prévu. Changeons, on va dans le New Hampshire, c'est, bon, changement de continent peut-être, mais une journée chaude, 70% des gens croient en changement climatique. Une journée froide, 40% ne croient plus en le changement climatique, pris en plein été. Alors, c'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité. En fait, on se forge une opinion en fonction de ce que l'on a comme information disponible à l'instant où on est, au moment où on est. Et donc, le biais de disponibilité fait que on change d'avis comme de chemise en fonction de la météo, en confondant météo et climato. Un autre biais, c'est le biais de confirmation. On privilégie des éléments qui vont dans le sens de nos croyances. Et donc, en fait, on ne retiendra dans les phénomènes qui nous entourent que les phénomènes qui nous intéressent et nous permettent de confirmer l'hypothèse interne qu'on s'est donnée. Si on reçoit une nouvelle information, on va modifier cette information pour l'insérer dans le schéma. Mais il est très rare qu'on change de schéma. Vous allez voir, ça se fait pas comme ça, selon Marshall. Il faut nous prouver que nous avions raison sur toute la ligne et que si c'était une erreur, ce serait pas si grave. Selon son opinion, je passe au contrôle de George Marshall, sur les changements climatiques, on souligne ou on minimise ces phénomènes extrêmes.
C'est la raison pour laquelle, avec un environnement complètement identique, des gens avec un certain nombre de déterminants sociaux différents peuvent avoir des approches complètement opposées. Les activistes du Tea Party, maintenant, nous allons parler de la nature du message. Les activistes du Tea Party, c'est bon, on les appelle le redneck, les rustres aux États-Unis, des bouseux, bon, c'est pas très sympa hein, comme terme rednecks, mais c'est comme ça que les Américains les appellent. Bon, ils se réunissent entre eux, ils ont une affinité forte pour l'Angleterre. Ils trouvent que les écolos sont arrogants avec leur idée que l'homme a une incidence sur le changement climatique. Ils les aiment pas. Ils trouvent que le changement climatique est un moyen de contrôle et de répression sur les libertés individuelles. Et en fait, les activistes du Tea Party, qui grossissent de jour en jour aux États-Unis, même s'ils sont encore minoritaires, ils ont une passion pour la liberté. Ils ne peuvent pas supporter les gouvernements et toutes les formes de pouvoir. Et ils ne peuvent pas supporter non plus les intérêts privés des sociétés. Donc toutes les grandes sociétés, tous les grands trusts alimentaires ou autres ne sont pas leurs amis. C'est donc pas non plus les grands paysans des plaines nord-américaines. Alors on pourrait penser que chez ces gens-là, le refus de changement soit dû à « je me sens impuissant face à ce problème, je n'ai pas les moyens d'agir ». Ou, deuxième hypothèse, ce thème est déprimant, il est effrayant. Thème déprimant, thème effrayant, même pas peur pour eux. C'est pas du tout leur façon de voir les choses, au contraire. S'il y avait même une prise de risque, ils seraient partants. Le sujet est trop scientifique et technique, même pas. Même pas vrai, parce que globalement, ces gens-là ont une culture scientifique, peut-être, enfin du moins des connaissances scientifiques sur les questions, mais pas forcément une culture scientifique. On fera la différence dans un instant. Donc, non, c'est pas ça qui est la cause. C'est la façon dont a été construit le récit sur les changements climatiques, la façon de le raconter, mais aussi les valeurs des gens qui le racontent. Et en fait, on s'aperçoit que peu importe le discours, la nature du discours, ce qui importe, c'est des choses qui ne tiennent pas compte à la rationalité du discours. Dan Kahn, qui est un chercheur là-dessus, il dit c'est pas le changement climatique qui préoccupe, c'est pas que le changement climatique ne préoccupe pas les gens, ça les inquiète. Et il a changé de public, hein. Il n'est plus sur les Tea Party, il est sur un public beaucoup plus large, nord-américain, industrialisé, d'Europe aussi. Il dit mais en fait, vous mettez les gens face à une vidéo de 3 minutes sur le changement climatique et face à la vidéo que je monte en haut à gauche, c'est le blaireau teigneux, 65 millions de vues sur YouTube, vous irez regarder. Bon, vous avez à choisir un truc marrant et un truc un peu chiant. Eh bien, vous allez prendre le truc marrant. Et donc, en fait, ça déchire, c'est vrai que c'est pas fun. Donc, il y a un premier truc qui est, c'est pas parce que ça préoccupe pas, mais c'est parce qu'on préfère aller voir autre chose que ces choses parfois un peu anxiogènes. Si on n'accepte pas la réalité du changement climatique, c'est pas dû à l'information, mais c'est fondamentalement dû au biais culturel dont on a vu 2 exemples précédemment. Prenons un exemple. Ça, j'avoue que j'ai découvert ça, c'est très judicieux ce qu'il raconte là. Concernant les armes à feu, 65% des gens en Virginie sont favorables à une réglementation plus stricte. C'est bizarre pour des Américains. Mais en fait, non, il faut regarder le deuxième chiffre. Mais parce que 85% d'entre eux sont persuadés qu'on ne peut pas faire confiance aux politiques sur ce point, et donc s'ils sont d'accord pour être favorables à une réglementation plus stricte, c'est simplement parce qu'ils savent que les politiques ne feront rien. C'est donc cynique et sinistre ce constat à 2 étages. L'attitude face au changement climatique, c'est devenu un code social. Alors, un code social, c'est un moyen pour savoir si on fait partie d'un groupe et si on partage les mêmes inquiétudes ou les mêmes valeurs. Voilà fondamentalement, voilà fondamentalement ce qu'est un code social. Mais en fait, c'est pas si simple.
Le changement climatique est devenu un code social, mais ce n'est pas parce que les politiques déclarent y être sensibles qu'ils vont bénéficier d'un soutien. Est-il nécessaire que je précise ce que j'ai en tête? Au jour d'aujourd'hui, dans la politique française, vous n'avez aucun politique qui va dire que les changements climatiques ou les crises de biodiversité, c'est un truc dont tout le monde se moque. C'est devenu un code social. Mais exactement comme ce que je disais au-dessus, moi j'aimerais savoir le pourcentage de gens qui sont capables de penser que l'État le prendra en charge. Donc c'est un code social, mais il n'y a rien de plus facile que de tuer un code social en faisant semblant. C'est l'exemple des armes que j'avais mis ci-dessous. Autre chose, le papillomavirus, c'est un bel exemple. C'est la vaccination. Bon, j'ai un peu extrait tous les exemples sur la vaccination pour pas donner trop dans le coronavirus, mais tout ce que je vous raconte là, c'est rigoureusement ça. C'est une transposition stricte à faire sur le corona. Bon, prenons ce papillomavirus. C'est une maladie sexuellement transmissible qui touche les jeunes, mais même assez tôt d'ailleurs. Mais demander à un chrétien d'aller vacciner sa gamine de 12 ans contre le papillomavirus, ça suppose qu'on suspecterait qu'elle ait des relations sexuelles à 12 ans. Et on voudrait la vacciner contre une maladie vénérienne. La majeure partie, cette étude a été faite en Angleterre. La majeure partie des Anglais ont dit non, si vous faites ça, nous n'envoyons plus les gamins et les gamines à l'école. C'était encore plus vrai sur les filles que sur les garçons. Et pourtant, ça aurait été quelque chose qui n'était pas illogique non plus. Alors ce message est difficile à faire passer aussi. Pourquoi? On a des perceptions culturelles qui sont ce que j'appelle chaudes. Je fais le lien là avec tout le travail qui a été fait sur les questions socialement vives. Des perceptions culturelles chaudes qui sont bien supérieures aux données scientifiques froides. Globalement, dans un discours, 80% du message passe sur les perceptions culturelles chaudes et 20% simplement sur les données scientifiques froides. Information transmise par les pairs. Oui, globalement, le même message transmis par des pairs, par des amis, ça a une influence importante, beaucoup plus importante que celle faite par un expert. Et peu importe l'approche au fond. Qu'il existe des communautés d'interprétation, différentes des groupes, qui croient ou non dans le changement climatique. En fait, dans ces communautés d'interprétation, alors différentes des groupes parce que c'est beaucoup plus flou. Les questions qu'on doit se poser, c'est si on veut parler à une communauté d'interprétation, c'est qui est cette communauté, à qui ils font confiance et où ils vont chercher leurs informations. Parce que si effectivement on ne s'adresse pas aux bonnes personnes, qu'on ne joue pas sur le levier de la confiance aux bons endroits et qu'on ne va pas communiquer par les bons médias ou les bons moyens d'information, ce que l'on fait ne sert évidemment à rien. Il existe différents sous-groupes, c'est une étude nord-américaine, je ne sais pas si c'est transposable dans le Sud. Il y a les convaincus, il y a les prudents, il y a les dubitatifs, il y a les inquiets, il y a les indifférents, et ils ont des profils sociopolitiques et valeurs complètement différentes. Je n'ai pas pris le temps là de vous le développer, c'est un peu plus précis dans le bouquin de George Marshall. Bon. Donc pour revenir là-dessus, attention, quand on veut aller causer dans un groupe, on est obligé d'adopter les codes de ce groupe, sinon effectivement ça ne sert à rien. Autre chose, ça sert à rien de convaincre des convaincus, et effectivement on ne peut pas avoir la même approche quand on parle avec des convaincus, des prudents, des dubitatifs. Le discours ne peut pas être le même. Or, quand on tient un discours, en général, on tient un discours pour tout le monde de façon totalement indifférenciée. C'est sûr, on ne fait pas une typologie a priori, oui. C'est ça, on est quand même coincé. Ben oui. Voilà. Alors, si on prend, j'ai mis une petite image en haut, si on prend un cas que tout le monde connaît, on est assis à un abribus, on a deux jeunes qui se battent, qui chahutent, qui se battent, on ne réagit pas. On a une personne qui se fait agresser, regardez le nombre de témoignages qui vont dans ce sens, pourquoi ne réagit-on pas? Eh bien, c'est un problème de conformité sociale. On voit ce que les autres, on voit que les autres ne font rien, alors on fait rien. S'il y a une personne à l'abribus qui se lève,
et qui commence à prendre la défense, effectivement, ça change tout. Donc la première chose, c'est la conformité sociale. On fait comme les autres. Deuxième chose, l'effet du témoin. Plus on est sûr que les autres connaissent, ont vu, connaissent le problème des changements climatiques, ou ont vu l'agression. Et moins on va agir parce qu'on va dire qu'il y en a d'autres, et donc pourquoi moi plutôt que les autres? Ce phénomène est supposé connu par tout le monde. Plus le phénomène est connu, plus il est vu, et moins nous faisons preuve de bon sens en agissant de façon rapide. En fait, la conformité sociale, c'est un instinct comportemental, un mécanisme de défense qui amène sécurité au groupe, à l'espèce. Et globalement, il faut qu'on fasse très attention. Ne pas sortir du groupe, ne pas faire des choses qui nous permettent de sortir du groupe. Même dans la gestion des élèves, des gamins, on a des gamins qui veulent pas être premiers de la classe simplement pour pas être pris pour les faillots de la classe, parce qu'ils ne veulent surtout pas sortir du groupe. Le cerveau donne plus de poids aux risques qui font sortir du groupe, donc s'il y a danger, on adhère d'autant plus et d'autant plus vite à la norme sociale. Si le changement climatique n'était pas socialement admis, il serait considéré comme un truc hasardeux et comme une transgression sociale. Et effectivement, le changement climatique est, selon les groupes sociaux, perçu de telle ou telle façon. Si je reprends ça, la norme sociale est difficile à remettre en question. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de changer les comportements, pour dire les choses autrement. Là, par contre, je surinterprète ce que dit George Marshall. Pour changer une norme sociale, il est évident qu'il faut faire un changement de groupe, dans le groupe, en dehors du groupe, etc. Mais il est toujours plus facile de continuer à faire comme ce qu'on faisait avant. On prend moins de risques. Nous limitons nos sources d'information aux médias, sites, blogs, etc. C'est ce qu'on appelle l'effet de faux consensus. 2 mots d'explication là-dessus. On a souvent tendance à croire que les climato-sceptiques sont plus nombreux que ce qu'ils sont. En fait, les études récentes montrent que aux États-Unis, les climato-sceptiques sont 7%. C'est-à-dire pas grand-chose au fond. Mais par contre, ils sont très bruyants, pas dans le sens péjoratif, mais en fait, ils font beaucoup de bruit social, parce qu'ils occupent bien la place. Alors qu'ils ne seraient que 25% de la population. C'est ce que donnent ces derniers chiffres. Ils nécessiteraient d'être vérifiés quand même parce que l'étude date il y a 8 ans et qu'il faut toujours se méfier avec les études. Ça change à une grande vitesse. Globalement, il faut se méfier qu'il y a plein d'effets de faux consensus qui sont créés par le fait qu'on est entre nous, on est dans l'entre-soi, on se construit une vérité entre soi. Mais on a ça avec le développement durable, avec les groupes puisque je vois qu'il y a plusieurs collègues qui sont là, entre le non-mélange entre l'économie sociale et solidaire et l'éducation au développement durable. Il y a plein de systèmes comme ça où on préfère rester entre soi. C'est un phénomène socialement très classique. Avant de finir cette histoire de qualité du message, on s'identifie toujours à un groupe social. Par contre, ce qui fait qu'on va dans un groupe social, c'est qu'on rentre dans un groupe social que l'on estimait être supérieur aux autres. Ça donnait lieu à plein de films. Bon, c'est l'autocatégorisation. On établit une proximité, c'est ce qu'on va faire au sein de l'endogroupe. Puis on cherche à établir ce qui nous distingue des autres groupes, ce qu'on appelle les exogroupes. Et notre personnalité est façonnée par les personnes à qui on voudrait ressembler, l'endogroupe, et les personnes à qui on ne voudrait pas ressembler. Bon, mais on a toujours besoin de nos Belges. Pardon pour cette mauvaise vanne. Les Britanniques, ils éprouvent une compassion pour les Suédois parce que les Suédois sont respectueux. Respectueux de quoi? En gros, respectueux de l'environnement, de la nature, pour les changements climatiques. C'est vraiment les gens qui sont à montrer du doigt dans le sens positif. Bon, et on a les Américains qui sont, pour des Britanniques, des gros gaspilleurs, les gros cochons. Alors, d'après vous, c'est qui va être le plus utile pour fabriquer l'endogroupe de Grande-Bretagne, on va dire d'une certaine sensibilité, en l'occurrence ici au changement climatique? Mais en fait, c'est pas les Suédois. Parce que les Anglais disent, mais en fait, nous on fera jamais aussi bien qu'eux. Donc, vaut mieux nous comparer aux gros cochons
Et eux, ça va stimuler une fibre écologique insoupçonnée. Donc on a toujours besoin de gens qui sont pires que nous pour arriver à nous réaliser. Pour faire partie de l'endogroupe Grande-Bretagne, avec ses valeurs communes, il faut se distinguer des deux autres exogroupes. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on a besoin à chaque fois de se constituer un certain nombre d'endogroupes et pas une espèce de grosse mouvance floue avec un mélange d'endogroupes qu'on ne maîtrise pas. Une question toute bête. Bon, j'ai pas le temps de vous le prendre. Il en avait mis 4-5 pages, Marshall, dans son bouquin. Agresser les autres sur des questions controversées. Ça n'entraîne aucune modification de leurs opinions. Bon, on leur travaillera ça un peu plus tard sur l'aspect changement en relation avec le guide compétences. Bon, n'entraîne aucune modification de leurs opinions. Hélas, on aimerait bien que ce soit vrai, mais non. Alors que identifier leur endogroupe avec leurs opinions favorise l'évolution de ces opinions. Mais ça veut dire qu'on va rentrer dans l'endogroupe, on va se familiariser dans l'endogroupe et on va aller travailler avec son endogroupe. C'est de l'entrisme, ça, en politique. Eh ben oui. Je vous ramène à la Tea Party. Pour que Marshall arrive à parler avec les gens de la Tea Party, vous vous doutez bien qu'il a fallu qu'il rentre dans l'endogroupe. Oui, c'est ce qu'ont fait les trotskistes d'ailleurs à une certaine époque. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui nous semble d'une totale évidence à partir du moment où on a commencé à y penser. Mais dans la majeure partie des cas, on rentre avec nos gros sabots dans un endogroupe ou dans un exogroupe sans se préoccuper de cela. Donc non, c'est plus une question de pédagogie et de respect. Là, je surinterprète Marshall, qui ne va jamais trop à la pédagogie, si ce n'est à la fin. Prenons un exemple, un article scientifique bien construit sur les climato-négationnistes renforce les arguments et les stéréotypes de chez ceux-ci. En fait, vous donnez un contre-argument à un climato-négationniste, en général, il est à peu près armé parce qu'il passe son temps là-dessus, et il va vous trouver des contre-arguments, pas forcément scientifiques, mais il va vous trouver des contre-arguments. Et ça va renforcer, dans tous les cas de figure, ces stéréotypes. Donc, relativement inefficace. Attention, inefficace sur les climato-négationnistes. Ça peut être efficace dans d'autres exogroupes. Le changement climatique sur le plan scientifique, c'est pas un ennemi facile à identifier, car il n'y a pas de mobile et de cause. Alors bien sûr, ce que je vous dis là, ça fait un peu série policière ou série journalistique. Mais en fait, quand vous parlez avec un journaliste, il a besoin de causes définies pour parler d'un récit avec des gentils et des méchants. C'est typiquement le western. Et là, on est embêté avec notre changement climatique, parce que c'est vachement plus facile de parler de tabagisme, de contrôle des armes, d'avortement, parce que c'est facile d'identifier les ennemis, les mobiles, les causes. Et donc tout le monde comprend très vite. Là, c'est différent. C'est différent car on a une vérité qui tue, mais on évite d'en parler. Effectivement, le changement climatique a des effets. Mais globalement, on n'en parle pas. Exactement comme pendant cette crise du corona, on parle évidemment, et c'est bien normal, des personnes qui sont décédées du corona, mais on ne parle jamais des personnes qui ne sont pas mortes par le fait que la pollution a diminué. Et en fait, il y a 10 fois plus de monde qui n'est pas mort pour l'instant par absence de pollution. Bon. Je ne veux pas lancer ici une polémique, mais effectivement, c'est une question à se poser. Le changement climatique est différent car il est anxiogène, il tue, mais on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on est spectateur, on est acteur. Alors, comme on est spectateur, comme on est acteur d'un truc qui tue, il y a un seul moyen, c'est s'inventer des alibis. Et on va s'inventer tout un tas de fausses et de vraies raisons qui vont nous amener à justifier le pourquoi on fait ou pourquoi on ne fait pas. Et alors, il y a un truc, c'est que on croit souvent que c'est facile cette action de masse, mais en fait, l'action de masse, dans le cas du changement climatique, ne peut pas trop provenir de lutte. Désolé pour ce petit côté un peu marxiste, mais ne proviendra pas de lutte comme un certain nombre de luttes sociales. Pourquoi? Parce que on n'a pas de cause, du moins on n'a pas voulu les donner. On en parlera dans un instant, mais on n'a pas d'ennemis. Et donc, globalement, on peut pas attaquer ça de front. Alors,
la solution qui est proposée par Marshall, à laquelle je souscris complètement, c'est de créer des récits de coopération sur des intérêts mutuels et mettant en avant notre humanité commune. Dans tout ce qu'est la humanité, voire nature, on y viendra. Mais pour qu'un récit d'opposition marche, il faut des oppositions, des ennemis, des cibles physiques, ou qu'un produit soit boycotté, que ce soit un McDo ou pas, un blocus, une occupation. Et tout ça, effectivement, le changement climatique ne peut pas l'apporter. Donc on ne peut pas traiter le changement climatique comme on traiterait la lutte contre, mettons, le trafic de l'ivoire en Afrique. Maintenant, la question, notre cerveau est-il préparé à affronter les problématiques liées au changement climatique? Daniel Gilbert, c'est pas la présentatrice télé, psychologue à Harvard, travaille sur la psychologie du bonheur. Et il va donner 4 déclencheurs PAN pour que notre cerveau se sente bien. Il faut qu'il ait des identifiants, qu'il identifie les amis, les ennemis, les traîtres, en fait, qu'il identifie des personnes. En fait, après, il faut que ces changements soient brutaux, car si c'est des processus lents, le cerveau n'y voit que du feu. Il faut aussi, il réagit à la moralité ou plutôt à l'immoralité. On réagit à tout ce qui nous paraît indécent, injuste, révoltant, repoussant. On réagit à tout ce qui est ici tout de suite, à la capacité, on a la capacité de se projeter vers l'avenir, mais vous allez voir de façon extrêmement réduite. Pour Gilbert, le changement climatique ne correspond pas à aucun de ces déclencheurs. Et en fait, ces pans, ça joue dans un certain nombre de cas, mais là, le cerveau n'identifie pas de personnes, il n'identifie pas de processus soudains, il les confond, vous l'avez compris, entre météo et climato. Il réagit à tout ce qui nous paraît indécent, injuste, c'est très, il n'y a rien qui lui semble indécent, injuste sur le climat, parce qu'il n'a pas toujours les déterminants, peut-être. Et maintenant, non, se projeter sur l'avenir à 30 ans, c'est pas son problème. Donc globalement, le modèle PAN de Daniel Gilbert, il est complètement inopérationnel là-dessus. Et il lui dit, moi, je peux pas vous aider là-dessus, débrouillez-vous. Et donc, on est obligé de revenir à ça. Alors, pourquoi donc, il fait le lien, ça c'est Gilbert qui fait le lien avec le plan évolutif. En gros, ce système-là était un système qui, à l'échelle des chasseurs-cueilleurs, était un système très efficace, car il nous permettait de nous mettre en sécurité. Aujourd'hui, on a toujours ce système PAN, mais ce système PAN ne nous permet pas de parler du changement climatique. On a quand même un truc, ce qu'on appelle les exaptations. Les exaptations, c'est des organes dont on a perdu l'usage, le sens de l'usage du moins. C'est des compétences, on les avait, mais on savait même pas qu'on les avait. Des comportements sélectionnés par le passé. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, on est obligé de bricoler avec 2000 ans d'évolution. Et on est obligé de faire avec ce qu'on a, nous, dans le cerveau. C'est-à-dire des systèmes neurologiques qui nous permettent d'aller dans certains sens, mais qui nous permettent pas de faire n'importe quoi. C'est fondamentalement ce qu'on va développer ça dans la deuxième partie du webinaire la prochaine fois. On applique au changement climatique des outils psychologiques qui ne sont pas développés pour faire face aux défis actuels. C'était bon pour les défis anciens, c'est inadapté à cette nouvelle menace. Et ça pose un véritable problème. On a 2 systèmes, analytiques et orientés par les émotions. Et en fait, je vais aller un peu plus vite là, parce que je vois que j'ai pris plus de temps. On a des graphiques, on a des théories. Ça, c'est le cerveau rationnel qui va le gérer. Et on a un cerveau émotionnel, c'est lui qui décide. Et en fait, on est coincé. Parce qu'il faut qu'on nourrisse les choses de savoir, mais c'est l'émotionnel qui décide. Et donc, globalement, quand on laisse une personne, il y a ces 2 cerveaux qui sont là, on détaillera tout ça la prochaine fois, et on est en posture d'attente. On a un cerveau rationnel qui connaît bien l'existence du problème, et on a un cerveau émotionnel qui est mobilisé pour guetter les codes sociaux qui indiquent l'attitude adoptée. Et lui, il attend parce que vous l'avez compris tout à l'heure, il n'est pas activé pour l'instant. Sovic, il lance 2 motivations à la perception du risque, sentiment d'impuissance et angoisse.
effectivement, là, on tombe sur un nouveau problème. Sentiment d'impuissance, c'est le risque craint. Angoisse, risque incertain, risque inconnu. Bon, c'est bien ça. Mais le problème, c'est que le dérèglement climatique, il n'est ni l'un ni l'autre. Et globalement, il n'est consolidé par aucun de ces deux. Et donc, globalement, il est plus facile de résister à l'installation d'une usine nucléaire. On sait où elle est, qui sait. Il est plus facile, je crois que j'ai fait un lapsus, plus facile de résister à une usine nucléaire, à la vaccination, que de résister au changement climatique. Parce que là, on a quelque chose qui est vraiment un risque totalement inconnu. Pour qu'on se mobilise, il faudrait que la menace existe, ou que son niveau de menace augmente même. Donc, la menace se concrétise et se matérialise et augmente. On a vraiment du mal à se représenter les changements climatiques comme des risques majeurs. Et pourtant, ils en font partie. Le 11 septembre, bon, j'ai pas mis les photos des tours, mais vous voyez à quoi je fais allusion. On prend sans déproportion, on réagit, et il y a un truc qui est quand même fantastique. La probabilité pour que des avions reviennent taper dans les tours est tellement limitée. Mais au fond, c'est pas si grave que ça pour les gens. C'est pas si grave que ça, même si les risques sont limités. Globalement, c'est que on va privilégier un risque que l'on considère comme craint, certain, le terrorisme, par rapport à des risques incertains. Et effectivement, vous allez voir, on va investir beaucoup plus financièrement sur ces questions-là. Bon. Ce qui déclencherait les décisions seraient nos biais cognitifs, on vient d'en parler longuement, mais je veux pas les dévaloriser, les biais cognitifs. Globalement, 80% des décisions qu'on prend tous les jours sont par ces biais cognitifs. Donc, ça marche pour 80% des questions, mais ça ne marche pas quand on a des questions qui sont complexes. Kahneman et Tversky ont donné 3 caractéristiques qui sont fondamentales, vous allez le voir. Aversion pour la perte plutôt que appétence pour le gain. On est sensible au court terme plutôt qu'au long terme et on privilégie ce qui est certain. Alors ça, vis-à-vis des changements climatiques, eh ben on est mal barré parce que effectivement, ça ne répond à aucun de ces critères. Le Weinstein fait de l'anticipation sur notre comportement aux pertes futures. Bon. Globalement, si instinctivement, même si certains événements météo nous permettent d'anticiper les pertes futures, ça augmente l'inquiétude, mais uniquement chez les personnes prédisposées à accepter la menace. Et en fait, quand on fait des trucs un tout petit peu catastrophistes, on augmente le degré d'angoisse chez les gens prédisposés à accepter la menace, et en fait, derrière, il faudrait atténuer leur peur, parce que sinon, de toute façon, c'est ce que font les gens non prédisposés, ils ont des systèmes d'atténuation de la peur pour éviter le problème. Et en fait, ils sont obligés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de fabriquer leurs propres arguments susceptibles de modifier leur réaction de peur. En fait, on a toujours besoin de croire à ce que nous avons envie de croire. Pour terminer ça, le rapport Stern. Le rapport Stern, donc c'est un rapport d'économiste, qui a quand même presque 40 ans. 1% de perte maintenant pendant 50 ans, c'est ce qu'il dit, ou 5 à 20% de perte plus tard pendant X années, sachant que je ne peux pas vous dire quel est le nombre d'années. Ben, ça n'incite pas les politiques à agir. Les êtres humains sont naturellement disposés à écarter une menace qui existe des sacrifices pour éviter des pertes plus grandes mais incertaines. Donc globalement, ceci s'était perdu d'avance sur le plan de la psychologie. Après, il faut qu'on garde les pieds sur terre. Chaque année, aux USA, j'ai pas mis les chiffres français, mais ils sont pratiquement du même ordre. Les USA mettent 4 300 milliards de dollars pour les risques futurs dans les assurances. C'est pour ça qu'ils peuvent se payer un certain nombre de choses. C'est énorme. Même par rapport au budget militaire de 1700 milliards de dollars, vous voyez que c'est plus dans les assurances que même sur le budget militaire. Bon, je vous parle pas d'autres budgets. Le terrorisme, 300 milliards de dollars. Mais en fait, on fait là une erreur. On fait une erreur parce qu'on ne présente pas le changement climatique comme un choix. En fait, si on parlait moins de ce que coûte la lutte contre le changement climatique. Pardon, mon sigle, Delta C, changement climatique à partir de maintenant, pour ne pas avoir à écrire en toutes lettres.
parlez moins de ce que coûte la lutte contre le changement climatique et parlez plus. Alors, j'ai pris ses propres termes, du troc lamentable qui permet une légère augmentation de notre mode de vie pour une forte dégradation à venir. Je partage complètement ce qu'il dit. Et bien en fait, c'est Stern. C'est quand même fou que 40 ans après Stern, on en soit encore en train de parler des mêmes choses. Si on voulait nous faire de petites économies énergétiques de même 5% par an, ce serait absolument d'une facilité étonnante et on voit qu'on est encore en train d'augmenter notre consommation énergétique. Donc globalement, on ne renonce à rien pour l'instant. Je voulais rentrer maintenant dans les questions de l'incertitude. Incertitude et silence. Bon, le doute scientifique, c'est la base du scientifique. C'est je suis pas certain. Le fondement de la méthode scientifique, c'est je suis pas certain, donc je cherche. Mais pour le public, dès qu'un scientifique dit ça, c'est traduit en je suis pas fiable. La confiance sociale passe par l'aplomb du communicant. Si vous avez un aplomb terrible, vous pouvez dire toutes les bêtises que vous voulez, ça passera comme une lettre à la poste. Les scientifiques, eux, ils sont pas là pour faire de la com, ils sont là pour faire partager leurs doutes. Je ne suis pas certain. Et donc, effectivement, ils veulent communiquer sur leurs incertitudes. Alors que ce qu'attendent les gens, c'est qu'ils parlent de leur certitude. Pour être clair, 1% de chance d'attentat, ça suffit à prendre des mesures. 90% de chance que le changement climatique, c'est pas suffisant. Quand un scientifique vous dit je ne suis pas certain, il se donne 5% de chance de ne pas être certain. Donc 95% de chance d'en être certain. Si vous posez la question au public, le public vous dira oh il n'en est pas certain, oh il a une chance sur deux. 60% dans le meilleur des cas. Vous voyez la différence entre la communication scientifique et la communication grand public. Alors, Erwin Goffman, on gère notre attention aux moyens, vous pouvez m'interrompre si vous voulez, on gère notre attention au moyen d'un schéma d'interprétation, de cadres construits par nos valeurs, nos codes sociaux. Mais le problème, c'est que le changement climatique, il n'existe dans aucun cadre. Il recouvre des cadres qui existent déjà. Donc quand on veut parler du changement climatique, on va parler de la responsabilité vis-à-vis du changement climatique, de la résistance vis-à-vis du changement climatique, de la liberté, de la science, des droits, des pollutions. Et en fait, comme on a plein de cadres qui parlent du changement climatique, il faudrait qu'on rentre dans ces multicadres. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas un cadre unique comme il existe pour d'autres sujets. Le cadre de lecture fait aussi qu'on s'est polarisé sur tous les débats tapageurs, un peu creux, politisés, sur les questions de coût, de certitude. Ce que je vous propose de faire, à l'instar de George Marshall, c'est de vous pencher sur ce qu'on ne dit pas. Et en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est certainement plutôt près de 80% de l'information par rapport aux 20%. On polarise toujours l'analyse des discours sur ce qui est dit, au lieu de regarder ce qui n'est pas dit. C'est quand même très dommage. Si on parle de changement climatique, c'est l'exemple que prend George Marshall. Il est dans un train et il parle avec la dame qui est à côté de lui et il lui parle de 2-3 trucs, puis au bout d'un moment, il parle du changement climatique. Et tout de suite, la dame se tourne, elle n'en parle plus, c'est un sujet qui ne l'intéresse pas, elle ne veut pas en parler. Et c'est là où il faut faire une grosse différence entre l'inattention et la désattention. Alors, est-ce que c'est un sujet qui n'intéresse pas? D'ailleurs, c'est pas si simple que ça. Si on parle pas du zoo dans la conversation avec la dame qui est à côté, on sait certainement pas qu'on a quelque chose contre les zoos, c'est ce qu'on appelle de l'inattention. On n'a pas fait attention. Là, c'est de la désattention. C'est volontairement que ce sujet, on va l'éviter. Vous l'avez vu tout à l'heure, on verra au niveau des synthèses, pour des raisons de quoi, d'achat, de consensus social, pour éviter de vexer, etc. Bon. Je vous donne un exemple. Sur le site d'Amnesty International, jusqu'à il y a 6 ans, il n'y avait pas une seule fois employé le mot changement climatique. Par contre, glace à la vanille arrivait 3 fois. Y a-t-il des raisons objectives à ce que la glace à la vanille soit plus employée que le changement climatique?
Bon, bah typiquement, là, c'est une question de désattention. C'est donc volontairement que ces termes de changement climatique ont été expurgés. Parce que sur le site d'Amnesty International, jusqu'à il y a 6 ans, on ne parlait pas d'un sujet qu'on ne maîtrisait pas. C'était pas leur sujet. C'est faire l'autruche, on est bien d'accord. C'est d'ailleurs le titre du livre de Marshall. Prenons un autre exemple quasi schizophrène. La Norvège, c'est le 8e pays exportateur de pétrole brut. Ses ventes ont été multipliées par 5 en 20 ans. Les 600 milliards de dollars placés dans le fonds pétrolier, qui contribuent donc au placement sur les changements climatiques. En fait, c'est un pays qui est le 6e exportateur de brut, mais qui contribue financièrement au changement climatique. Mais il y a un truc amusant en Norvège, c'est que c'est un pays de tradition d'égalité. Alors en fait, comment on achète la paix sociale en Norvège? Eh bien, les dividendes du pétrole, on les reverse équitablement en fonction des gens, ou presque équitablement. Donc, les Norvégiens sont quand même sacrément embêtés dès qu'on parle de climat. C'est à la fois, ils veulent en parler, mais ils savent que c'est les pires. Et donc, ils s'excluent du débat sur le changement climatique, préférant se recentrer sur d'autres débats connexes. En gros, la base du silence, c'est d'éviter l'angoisse et de ne pas avoir à nous défendre. Donc, effectivement, c'est un moyen de défense qui est là. Si maintenant, on se pose la question de quelle est l'information qui est diffusée. J'ai pris l'exemple du Smithsonian. L'idée, globalement, dans les musées, dans un musée, le climat a toujours changé. Nous nous sommes toujours adaptés au climat, ce qui nous a rendus forts et intelligents en tant qu'espèce. Voilà ce qui est présenté dans les 2/3 des musées qui parlent de climat. Vous vous doutez bien que les climato-sceptiques, les lobbyistes des énergies fossiles, comme les frères Koch, ils donnent 20 millions d'euros de dollars au Smithsonian Institute tous les ans. Que c'est aux États-Unis quand même. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire oui. C'est le contexte. Oui, parce que là, c'est quand même très particulier. Voilà, on est quand même dans un contexte particulier. On aurait pu avoir la même chose en Angleterre. Non. Non, peut-être. Pas tout à fait, non. Mais globalement, dans ce contexte-là, effectivement, les musées sont très particuliers. C'est donc pas fondamentalement des musées porteurs de l'information qu'on souhaiterait y trouver. Johnson, qui est le directeur du musée, postule. Quand on lui dit « mais c'est bidon ce que vous faites », il dit « oui, mais ne vous inquiétez pas. Les gens, ils vont rester 2 heures dans le musée, ils sont décontractés, cool, peu scientifiques. Le but est d'inoculer un peu de curiosité, d'où les techniques basées sur l'intérêt, la surprise, l'amusement. Bon, le problème, c'est que ça reste fidèle quand même à la vérité scientifique. Et donc, moi, quand je maîtrise pas la vérité scientifique, je n'en parle pas. C'est la raison pour laquelle il n'y a qu'une seule devanture sur le climat du futur, et encore, mis en des termes extrêmement prudents. Donc il faut se méfier que certains musées ne peuvent pas afficher réellement, ne peuvent pas être des vecteurs de bonne information. Le rôle du climat comme moteur est bien établi, plutôt à l'échelle géologique, et très rare sur le futur. Je crois que c'est Stevens Matthews Liao. Il a fait un truc que moi j'ai trouvé très marrant aussi. Il crée virtuellement les hommes du futur. Alors, bon, c'est un jeu d'esprit. Avec des yeux de chat pour ne pas allumer la lumière, avec 2 enfants de taille moyenne ou 3 de petite taille, question d'économie d'énergie, tout un tas de trucs comme ça. Il se fantasme à un monde futur, bon, évidemment, complètement loufoque. Mais ce que je voudrais vous dire sur le plan pédagogique, c'est que je souscris complètement à ce qui est dit. Examiner des idées intuitivement absurdes ou radicales pour en faire des expériences d'apprentissage intéressantes. C'est un très bon moyen de prendre un contre-pied pour voir des choses complètement différentes. C'est pour ça que c'est un très bon moyen de travailler nord-sud sur ces questions-là. Quelle information diffusée? Bon, vous l'avez compris, George Marshall accorde une importance très importante à raconter les histoires. Pourquoi? Mais il a raison. Les histoires donnent du sens et sont porteuses de valeur.
Il existe différents types d'histoires, les mythes, les fables, les épopées. C'est tous les outils qu'on a, par exemple, dans le projet FECODE. Mythes, fables, épopées, récits, tragédies. Tout un tas d'histoires différentes avec des statuts différentes. Mais la fonction cognitive des histoires, il y a deux choses différentes. Il y a le cerveau émotionnel qui donne du sens aux informations recueillies par le cerveau rationnel. Et en fait, bien souvent, on tombe sur des histoires qui sont dépouillées des faits. Les faits n'ont plus d'importance, c'est uniquement l'histoire qui importe. Les histoires cherchent ce qui est narrativement le plus important et le plus vrai, au sens de vraisemblable, qui va accrocher. Et à force d'être respectés, les faits exposés deviennent des normes sociales qui ressemblent à des preuves. J'ai pas trop le temps de développer, j'y reviendrai d'ailleurs dans un prochain webinaire. Mais c'est hélas fondamental. Je vous donne l'exemple. Même si c'est une fiction, si c'est captivant, on y croit. Globalement, on raconte une fiction, on explique bien aux gens que c'est une fiction, c'est complètement bidon. Puis on fait un test de culture générale et on s'aperçoit que les 2/3 des informations de la fiction sont passées dans la culture générale et que les gens disent oh mais non en fait c'est pas si grave que ça. Et puis surtout le plus grave, c'est que plus de la moitié des gens ne se rappellent même pas d'où viennent ce qu'ils appellent des faits scientifiques, qui ne sont que des faits rapportés. Une histoire convaincante. Et si elle est simple, brève, crédible, etc., elle est convaincante. Je vais aller plus vite parce que je vois que je manque de temps. Pourquoi le messager est-il plus important que le message? On va le voir maintenant. Je vais peut-être aller plus vite là-dessus, tant pis. Je vais faire des résumés très très rapides. Les mots ont une importance. Et en fait, il y a des gens qui s'en servent très bien. Georges Lakoff, il va jamais vous parler de réduction d'impôts. Il va vous parler d'allègement. Il va jamais vous parler de compensation, de taxe carbone. Il va vous parler de compensation carbone. Pourtant, c'est bien la même chose. Mais il y a des mots qui heurtent les cadres existants et qui font obstacle à des cadres adverses. Et donc, globalement, il vaudrait mieux utiliser des mots qui rentrent dans les cadres existants et qui taquinent des cadres adverses. Et ça, effectivement, un certain nombre de gens en com sont très bons là-dessus. Mais vous allez voir, c'est pas anodin comme débat. Godwin, je fais tout simple. Godwin, il dit que dès qu'on met les gens à discuter sérieusement pendant plus d'une demi-heure sur un sujet, fatalement, il y a Hitler ou les nazis qui sortent. Il y a toujours une référence à cette forme d'extrémisme. On l'a chez James Hansen, qui est un climatologue, qui s'en excusait par contre. Train chargé de charbon, c'est comme les trains de la mort. Bon. Lindsay, lui, s'en est pas excusé par contre. Il compare sans vergogne les climatologues avec la théorie nazie des races. Globalement, on a tout un tas de codes trompeurs qui nous amènent à faire des métaphores hyper dangereuses. On est vraiment sur de la stratégie de communication. Là. Ah, complètement. Là, c'est de la stratégie de com. Je flirte en limite de l'éducation, vous êtes bien d'accord? Oui, c'est limite. Donc là, quand je dis je, c'est je en tant que réciteur de George Marshall. Il y a des choses auxquelles je souscris, des choses auxquelles je ne souscris pas, bien sûr, mais les scientifiques, ils ont l'habitude des questions complexes, des théories, mais sans émotion, pas de bonne décision. Les sceptiques, ils ont une formation scientifique qui vient de la science positiviste. En fait, la majeure partie des sceptiques du climat sont des gens qui sont issus de la physique, de ce qu'on appelle les sciences dures. Mais souvent un mépris pour le constructivisme et les questions pédagogiques. La vision des scientifiques, c'est le déficit modèle. Et ça, vous allez le retrouver partout. La vision des scientifiques, c'est le déficit modèle, c'est-à-dire les gens sont très cons, ils sont incultes. Quel est le moyen de les enrôler, de les engager dans le changement climatique? C'est de leur apporter des connaissances. Bon, j'ai pas le temps de le développer là, on le développera plus tard, mais globalement, c'est une ineptie. Ça ne sert à rien, et même c'est contre-productif. Il y a pratiquement 20 ans de sciences de l'éduc pour le montrer, de sociologie et psychologie. Donc, oui pour des connaissances qui éclairent les choix, mais utiliser le déficit modèle, c'est une erreur flagrante. On a plein de détournements. Au début, actuellement, le changement climatique, c'est devenu un problème environnemental. Donc, la conséquence de ça, c'est que ceux qui doutaient de l'écologie doutent du changement climatique. Et ceux qui doutent du changement climatique se mettent à douter de l'écologie.
C'est malheureux comme idée, mais hélas, je crois que c'est relativement vrai. Bon, il y a une double métaphore. L'être humain est apparu sur Terre il y a peu, et le temps s'écoule, le temps s'écoule, le temps s'écoule. Vous avez plein de métaphores sur cette histoire de l'horloge. C'est contre-productif, car ça ne fait que c'est très bien en apparence le plan de la com, mais vous allez voir, j'ai pas le temps de vous le développer là. Il vaudrait mieux parler de la flèche du temps dans ces cas-là. Voilà. Et parfait, super ce que tu viens de dire. Non, mais c'est là où il y a enfin, je m'excuse, mais il y a vraiment des confusions de concepts quand même. Hein. Exactement. L'horloge, c'est cynique. La flèche du temps, c'est quelque chose qui d'ailleurs est un des outils. On en a parlé sur les aspects climatiques. On aura deux grands outils. La flèche du temps pouvant en être un, les COP en étant un autre. Mais vous allez voir que tout ce qu'on dit là va très fortement peser dans, je pense, notre organisation des futurs COP. Globalement, les codes employés, c'est les codes des écologistes. Je vous prends un exemple que tout le monde utilise sans arrêt. L'ours polaire peut devenir un obstacle supplémentaire à l'acceptation du changement climatique. L'ours polaire, mais écoutez, franchement, pour un Ivoirien, l'ours polaire, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie pour lui ? C'est vraiment une bestiole très éloignée de nous, très éloignée d'eux, très éloignée de tout le monde. Mais on a besoin d'un code visuel. Alors en fait, on a besoin de quoi ? Comme on ne peut pas montrer la fonte des icebergs, on est obligé de montrer un iceberg et poser un truc dessus pour montrer que ça disparaît. C'est une image complètement stupide. On se centre sur si on se centre sur ce qui ne disparaît pas, la glace, on se tourne vers le passé au lieu de regarder l'avenir. On a donc un vrai problème avec le temps quand on parle de ces changements climatiques. Ah ça, je l'aime bien cette histoire. Je vais quand même vous la raconter, même si je suis à court de temps. Bon, c'est un spot à l'étranger. Certaines régions ont d'atroces vagues de chaleur. C'est suivi d'inondations, de tempêtes, ça détruit tout. Les scientifiques disent que c'est le CO2 qu'on a rejeté dans l'atmosphère. Ils comparent, ils disent tout ça, c'est l'énergie. Et nos enfants vont devoir en subir les conséquences. Et tandis qu'il poursuit l'histoire, on a des images qui s'animent derrière lui, qui parlent. On a un gros nuage, en fait noir, de CO2, c'est une erreur, mais c'est pas grave, de CO2, avec un air méchant qui se forme dans le ciel. L'orage éclate. Puis il y a le petit chiot qui est là à côté du papa et de sa fille, et le petit chiot fait un signe de patte, et puis il disparaît dans l'eau, dans les eaux qui montent. La petite fille se tourne vers son père, il lui dit, mais est-ce que ça finit bien cette histoire ? Ouf, un écran noir et une voix off. La fin de l'histoire dépend de vous. C'est un site gouvernemental. Une deuxième voix off. Éteins la lumière ou le chiot y passe. Je trouve que c'est bien sur le plan d'humour. Ça me fait rire. Par contre, sur le plan de la stratégie pédagogique, c'est démentiel. Parce que, en fait, on est obligé d'adopter des stratégies pour faire face à notre peur intérieure. C'est typiquement encore du ressort des inadaptations. Ça sensibilise pas, c'est contre-productif. Il y a une urgence plus importante pour mobiliser. C'est pas comme ça qu'on fait. Je vous en donne un deuxième exemple de spot médiatique. Vous avez un type, il est sur une voie ferrée. Il s'écarte de la voie de chemin, et puis il y a un train qui arrive. Il s'écarte de la voie de chemin de fer. Il y a tout un discours là-dessus. Il s'écarte de la voie de chemin de fer. Et puis on voit derrière une petite fille qui est derrière lui. Et bon, bah, vous l'avez compris, qui va se faire écraser par le train. Lui, il s'est retiré. Et puis on dit, est-ce que c'est logique ? En fait, la métaphore qui aurait dû être employée, c'était la personne ici va arrêter le train de l'indifférence et on va bloquer les changements climatiques. Mais en fait, c'est pas du tout ça qu'il fait. Lui, il se jette de côté pour ne pas se faire écraser. Et on voit, quand il saute sur le côté, on voit qu'il y a une petite fille qui est cachée derrière lui et qui, elle, se fait écraser. En fait, le scénario qui est proposé ici n'a absolument rien à voir avec quelque chose de cohérent. On trouve ça dans plein de spots qui se veulent être pédagogiques et qui en fait sont à contre-pied total des valeurs que l'on veut développer. La fable d'Ésope, à force de mentir, vous savez, c'est Kiri et Oulou, vous avez tous ça en tête. À force d'apeurer les gens, plus personne ne vous écoute. C'est bien dommage. La vie en rose, bon. Quand on a des récits apocalyptiques, on a toujours des récits, bon j'ai mis les bisounours pour faire un peu plus français, bright siding en anglais, bon,
ces récits très gentils font qu'on passe de l'incertitude à la confiance, des sacrifices aux récompenses, de l'échec. Bon. Winston Churchill a dit un truc géant. Un pessimiste voit la difficulté dans son opportunité, un opportuniste dans l'opportunité de chaque difficulté. C'est très très bien dit, c'est du Churchill. Ouais, mais enfin, quand on regarde de près, attention aux citations, dès qu'il était en période de guerre, il a fait tout sauf ça. Donc, se méfier des choses un peu trop gentilles et roses. Mais dans la partie notamment sur les aspects un peu plus neuro, on viendra justement sur ces questions d'empathie, car c'est quand même un moteur très puissant. Morano, c'est le chef de file des climato-négationnistes. C'est un militant, un spécialiste de la com, il est très très bon. Très très bon avec les intonations, tout. Mais il vous déstabilise ses contradicteurs en un temps trop mouvement. Morano transforme un problème complexe en un récit rudimentaire entre les deux camps. Alors évidemment, comme il transforme ça en un récit rudimentaire, tout le monde le comprend, lui. Et puis, donc c'est ce que recite George Marshall. Il y a plusieurs autres trucs dans ce genre-là. 23 mars 2007, un débat entre climato-sceptiques et climato-sensibles. Avant le débat, défenseurs de la climatologie sont en avance, pratiquement 60%. Après le débat, un tiers des sympathisants. En gros, Morano a retourné complètement. Pourquoi? C'est pas lié au contenu, c'est lié à la personne qui parle. Les défenseurs du changement climatique étaient jugés élitistes, pédants, condescendants. Et lui, il était jugé détendu, cool, bon vivant. Bon, désolé pour vous avoir montré deux ex-présidents, mais avec lequel vous aimeriez dîner, vous? Avec Chirac ou avec Sarko? Je vous laisse. Je vous laisse totalement libre du choix que vous allez prendre. On l'a plus vraiment, de toute façon. Bon, désolé pour ce petit détour politique. Un autre exemple, donc je rentre maintenant dans la relation entre le politique et les mouvements citoyens. Live Earth, peut-être que pour les plus anciens d'entre vous, ça parle. Moi, j'avais acheté le disque, j'avais regardé ça, j'étais mobilisé. C'est une de mes premières grandes mobilisations. Live Earth a tenté de construire un mouvement avec un rassemblement, avec des concerts simultanés et une alternance de spectacles et des pauses informations. Mais en gros, les gens se sont dit, on se fait suer en pause, c'est chiant. Allez, fini les trucs sérieux, on aimerait bien reprendre le show. Derrière, c'est Kevin Wall qui l'avait organisé. Il avait déjà créé des trucs comme ça sur la famine en Éthiopie, peut-être certains d'entre vous qui êtes aussi âgés que moi vous en rappelez, sur l'effacement de la dette. Mais en fait, ça a été un flop, ce truc-là. Bon, d'accord, il y a eu 2 millions de personnes qui s'y sont collées. Mais vous avez la chanson de Madonna qui est la plus connue, avec des images écolo derrière. Mais Madonna, elle pèse quand même 1 million de tonnes d'équivalent carbone par an. Moi, j'en pèse une petite dizaine, mais elle, c'est 1 million. Donc, globalement, il y avait un tout petit problème. C'est que les gens qui étaient là n'étaient pas crédibles. Le changement climatique est un problème pernicieux. Il se cherche un récit et le Live Earth avait complètement loupé la rédaction de ce récit, simplement parce qu'ils n'avaient pas pris les bons acteurs. Ils avaient pris des acteurs qui pètent, des acteurs qui font venir les gens. Mais il y avait un conflit total. Donc, faire un gigantesque barbecue géant pour parler de végétalisme, c'est comme ça que George Marshall le définit. Effectivement, c'est quand même une petite erreur éthique et de com. Al Gore, bon, vous connaissez tous, je pense, Une vérité qui dérange. Je ne comptais pas en parler là, juste. C'est très efficace son film, il se sert d'attracteur, le spectateur, mais il fait une erreur de fond. Il fait une erreur de fond, c'est qu'il pense que en attrapant les gens, en attirant l'attention des gens, le spectateur voudra en savoir plus et que si on lui en donne plus, il va autoconsommer ses savoirs et il va pouvoir agir. C'est une idée d'une naïveté sans précédent. Tous les éducateurs que vous êtes savent que c'est idiot, mais n'empêche que c'est quand même ce qui est répandu dans le monde scientifique dur ou une bonne partie du public. Et donc, il y a eu une course, j'allais presque dire aux armements, mais aux chiffres pour armer cette majorité de gens qui voulaient en savoir. On leur a donné à manger plein de bouquins.
Et je vous montrerai ça si vous voulez. Plein de bouquins, mais il n'y a pas d'objectif clair. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Et en fait, on a 2 millions de personnes qui ont été regarder le film d'Al Gore, leur schéma, etc., et qui savent pas quoi faire derrière. Ça, c'est vraiment un problème. Sans projet politique, social, les gens, ils attendent. Et ils s'attendent, ils se regardent tous les uns les autres en disant qui fait quoi. Une autre chose qui nous a beaucoup gênés sur le plan de la relation entre le politique et les mouvements citoyens, c'est que les précédentes crises, que ce soit les armements stratégiques, START, les substances chimiques, même si ça a été dévoyé, la mobilisation pour le trou dans la couche d'ozone, le dioxyde de soufre, les pluies acides, tout ça, on a réussi à trouver des solutions à l'échelle mondiale. Et effectivement, ça nous a laissé croire que la science et la technique pouvaient permettre de changer sans rien changer. Vous comprenez? D'apporter des solutions techniques sans rien changer à notre façon de faire. Les pluies acides et l'ozone, on sait qu'on peut résoudre ces problèmes-là, tous ces problèmes de gaz. Donc, il fallait impérativement que le changement climatique reste avec des gaz et n'aille pas sur un autre problème. Globalement, effectivement, il était fondamental de bien laisser les changements climatiques dans le domaine de la science dure. On a pensé pour résoudre qu'il fallait un protocole international via les États qui serait mieux que des accords régionaux. Avoir la subsidiarité, ce terme n'a pas été employé par Georges Marshall, c'est moi qui vous le glisse là. Globalement. La subsidiarité, c'est européen, hein, c'est pas du tout américain. C'est ça, voilà, c'est pour ça que je le signale. C'est des questions qu'on va pas du tout là-dedans, hein, les amis. Voilà, c'est 2 mondes différents. Donc cette mentalité-là, politique différente, oui. Complètement. Voilà, c'est bien. Merci Francine. On est donc sur des conceptions. Il faudrait de temps en temps mettre la question politique au cœur du problème aussi. Hein. Voilà. C'est ce à quoi on vient. Alors, je reviendrai sur les questions politiques dans le dernier exposé sur le bouquin Factfulness de Russell Osling. Bon, mettre de l'huile sur le feu alors qu'on veut l'éteindre. Bon, je vais le dire vite ça. Parler des déchets qui sortent des pots d'échappement, c'est sympa. Mais en fait, à partir du moment où vous avez sorti un baril de pétrole, de toute façon, il va être utilisé. Donc, si on veut être intelligent, il ne faut pas réduire le changement climatique à la seule question des déchets. Il faut évidemment intégrer la question de la production. Et est-ce que vous avez déjà vu un débat sur la réduction de la production du pétrole? Eh ben non, très peu. Si, en Amérique latine, il y en a des débats là-dessus. Voilà, mais c'est des débats le débat des femmes en Amérique latine. Voilà, mais on est sur d'autres cultures. Il y en a à l'OPEP aussi où ils se demandent s'il faut réduire ou augmenter la consommation pour faire monter ou descendre les prix. Il existe quand même, mais pas dans le bon sens. Voilà. Tout dépend de quel point de vue on se place et dans quelle culture on se place aussi. Et voilà. Dans quel mode de domination on se trouve. Il est évident que quand parce qu'il faut quand même préciser que Marshall est britannique, hein, il n'est pas américain. Oui. Donc, c'est un Britannique qui parle des Américains et la vision qu'il a des Américains est quand même assez différente de certains chercheurs américains auxquels moi je pourrais faire référence et qui sont beaucoup moins connus peu connus et qui donnent des éléments d'interprétation intéressants. Je voudrais quand même aussi dire que sur ces questions d'alerte scientifique et qui a fait d'ailleurs prendre conscience à Al Gore de problèmes, c'est le bouquin de Rachel Carson, Le printemps silencieux. C'est quand même elle qui a déclenché en 1962, si ma mémoire est bonne, l'alerte. Et elle a été suivie des faits puisque derrière, on a eu le rapport Meadows et qui a été enclenché. Donc, si tu veux, il faut replacer aussi les choses dans une dynamique politique. On peut pas faire que de l'analyse communicationnelle et qui me paraît un petit peu quand même réductrice. Voilà. C'est important ce que tu dis, Francine, à savoir que là, je suis en train de parler du bouquin de Georges Marshall.
Oui, oui, j'ai bien compris, mais c'est pour ça que j'ai des critiques dessus. Voilà, c'est ça. Et on doit nous-mêmes, tu as très très bien dit ce que je voulais dire, Marshall, c'est un Britannique qui porte un regard sur les Américains. Vous avez vu ce qu'il disait sur les Américains, les gros dégueulasses. Globalement, c'est déjà un premier regard décalé. Et nous, il faut qu'on porte un regard décalé sur ce que pense un Britannique des Américains. C'est-à-dire que fatalement, on va être amené à parler des cultures, on va dire, lusitanophones ou hispanophones, des cultures francophones et des cultures francophones du Sud aussi, avec les collègues. Et surtout, il va falloir être clair sur les terminologies qu'on utilise. Mais là, il y a peut-être un problème de traduction, parce que ça arrive que les traductions ne soient pas excellentes, parce qu'il y a des nuances à faire entre affect, sentiment, valeur sociale, valeur culturelle, etc. Bon, peut-être qu'il n'est pas rentré dans toute cette subtilité, peut-être que le traducteur a… Je pense pas, mais c'est que lui-même, George Marshall, il s'est obligé à faire le même travail que moi j'ai fait sur ces 400 pages. Lui, il l'a fait à chaque fois sur des volumes qui devaient être certainement des volumes de plusieurs centaines de pages pour les transcrire en 3 alors à ce moment-là, je peux te dire qu'il vaut mieux lire en ce moment Piketty, c'est quand même beaucoup plus utile, tu vois. Moi, je viens de m'enfiler ces 1100 pages et je peux te dire que j'ai appris plein de choses sur l'analyse comparative entre des systèmes de propriété et de fiscalité et de vote, parce qu'il arrive à traiter ces 3 dimensions. Et c'est génial, il faut vraiment se donner le courage de le lire. Eh bien, tu as lancé la prochaine discussion. J'avance vite pour finir ça, en quelques minutes. Autre tentative. On va nous raconter comment nous racontons que le changement climatique n'est pas de notre faute. Bon, il y a une responsabilité multiple, etc. Bon, globalement, on n'aime pas changer, aversion pour les pertes. Bon. Mais on nous a laissé croire fondamentalement qu'il n'y avait pas besoin de porter un regard intellectuel sur ça. Ça revient pratiquement aux interventions de Francine il y a un instant. Les déontologues ne sont jamais invités dans les débats politiques. C'est souvent vrai. Un peu plus dans le domaine francophone quand même. Mais globalement, on a un adversaire identifié par le cerveau émotionnel. Et pour faire simple là-dessus, le problème sur le plan juridique, c'est le problème de l'intentionnalité, souligne George Marshall. À savoir, si on avait un pays qui disait je crache du CO2 pour détruire ceci, il serait attaquable. Et en fait, ça va nous amener, mais ce n'est pas le cas. Il est inattaquable sur le plan judiciaire. C'est le problème de la justice environnementale. C'est un courant qui ne fait que se développer en France, qui est aussi un courant beaucoup plus nord-américain. Maintenant, un autre truc amusant. Veiller au bien-être de notre progéniture, c'est vraiment une pulsion primitive. On verra ça mardi prochain. C'est vraiment une pulsion primitive. On fait passer notre gamin avant notre propre intérêt. C'est sympa. Par contre, un truc auquel il tord le coup, ce ne sont pas nos ancêtres qui nous lèguent la terre, c'est nous qui l'emprunterons à nos enfants. On a voulu donner ça aux Amish, à Seattle, le chef indien. En fait, beaucoup plus pragmatiquement, c'est le discours de Boscas, qui est le ministre australien de l'environnement, qui n'est pas particulièrement connu pour sa climato-sensibilité. Oui, mais en Nouvelle-Zélande, tu as tout à fait une autre approche. Oui. Ah, mais je parle là voilà. Là, c'est l'Australie, hein, c'est pas la Nouvelle-Zélande. Oui, oui, non, mais comme quoi, bon. Deux choses à très peu de différence kilométrique, c'est deux cultures différentes, ouais. Alors, ce qui est gênant, c'est que c'est les parents, les vieux comme moi, qui enseignent aux enfants, et les gens les plus âgés sont beaucoup plus climato-sceptiques que les jeunes. Et en fait, il y a un effet relativement négatif. Et donc, comment on s'en sort? Avoir un enfant, ça nous oblige à mobiliser toute une gamme de biais et de stratégies, parce que on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, mais on sait que ça va pas être marrant. Alors, on a des biais d'optimisme qu'on va mettre en place. Alors, biais d'optimisme, c'est-à-dire qu'on va dire que notre gamin, on va lui faire tout pour qu'il ait de toute façon un avantage sur les autres. Donc, les autres vont ramasser, mais lui non, parce que grâce à moi, je vais le protéger. Les climato-sceptiques et les militants écologistes, ils supposent que leurs privilèges, comme eux savent, ils vont sauver, mais qu'ils soient climato ou climato-scientifiques ou sceptiques. Ils utilisent exactement les mêmes biais. Donc, en fait, on se forge des alibis, on demande pardon, mais ça change pas grand-chose.
changer les comportements individuels en faisant évoluer les attitudes. Bon, non, mais comportement et attitude, c'est deux choses différentes. Non, mais bien d'accord. Donc, effectivement, il faut jouer sur les deux. Voilà. C'est que Marshall fait quand même partie des gens qui considèrent que ce sont les comportements qui induisent les changements d'attitude. C'est un comportementaliste, effectivement. Non, pas et vraiment. Un behavioriste, un tout petit peu behavioriste voilà. en plus. Il est behavioriste, mais il ne considère pas que je vais changer. C'est souvent ce que je reproche, tant pis pour les collègues de l'éducation nationale, c'est souvent ce que je reproche aux collègues de l'éducation nationale, c'est de dire, c'est le savoir pour comprendre, comprendre pour agir. Et en fait, je change d'attitude, puis quand j'ai changé d'attitude, je change de comportement. En fait, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ça se passe même beaucoup plus souvent. Je change de comportement. C'est ce qui va, c'est la théorie de la perception du soi. Si je fais changer quelqu'un de comportement, progressivement, il va se comporter, se concevoir comme un écologiste et il va changer ses attitudes. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est de changer d'attitude ou de changer de comportement? Ça dépend du contexte dans lequel on est. Donc le problème, c'est que il y a plein d'associations de protection, de la nature ou autres, qui établissent des listes de petits gestes et qui en fait tombent dans ce piège et dans le piège de parfois l'inutilité. Par contre, faut qu'on reste cohérent. Les gouvernements augmentent la responsabilité individuelle, on est bien d'accord. Ils jouent tout là-dessus. Et ils ont tout mis là-dessus, tout misé là-dessus. Par contre, ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas de cercle vertueux. Et en fait, c'est une erreur de croire que c'est ça. Pour gérer le temps, je vais aller plus vite là-dessus. L'histoire des petits gestes, je vais aller très vite là-dessus parce que tout est écrit dans la présentation que vous pourrez relire à l'issue de cet échange. Globalement, les petits gestes, ça diminue notre sentiment de danger pour quand on est climato-sensible, mais ça fait peur à tout le monde. Je vais terminer en 5 minutes là-dessus. C'est la question science-religion. Dick Paulson, c'est un type qui travaille dans une agence immobilière et il se fait virer. Il se fait virer et il se sert des lois européennes et de la discrimination sur ses convictions religieuses, philosophiques, sur le changement climatique. Quelle est l'attitude des sceptiques? Ils disent, oh, encore un truc, ce changement climatique, nouvelle religion, en plus elle est fausse. Les scientifiques, ah oui, mais la science, c'est quand même le seul et le vrai moyen d'établir la vérité. Donc ce type-là, qui mélange les deux, on s'en méfie. En plus, il commet l'erreur de parler de croyances. Or, les scientifiques sont opposés aux croyances. Ils croient aux faits. Et donc, la proposition, à laquelle je ne souscris pas tout à fait complètement, de George Marshall, est de privilégier la notion de conviction. Conviction, c'est-à-dire l'évaluation personnelle des preuves dont on dispose. Maintenant, allons un tout petit peu plus loin. L'investissement des religieux reste faible, quelles que soient les religions. Les religions se sont assez peu emparées du changement climatique. Ils préfèrent rester sur l'esclavagisme, l'apartheid. Alors, qu'est-ce que tu fais de la déclaration du pape François? C'est très récent et allons regarder ce que sont les prêches réelles. En fait, il prône l'écologie profonde. Hein, et on est d'accord. Oui, mais je te parle pas à l'échelle d'un pape. Aussi. Comment? On pourrait y regarder d'un petit peu plus mais près. Bien sûr, là, on est bien d'accord que. Ceci dit, je partage ce que tu dis. Je te défends là le point de George Marshall. Oui. Non, mais c'est pour ça que. Voilà. Donc, faut le regarder de près. Faut le regarder aussi sous l'angle de toutes les églises dissidentes. De tous les prêches dissidents, de tout ce qui se fait par ailleurs. Maintenant, juste un truc que je voulais vous dire, c'est aux USA, il y a 5% de gens qui sont membres d'une association écologique, 70% qui sont religieux. En fait, le monde religieux, 10-20% du monde est religieux, mais 70 à 80% du monde, 10 à 20% du monde est scientifique et 70 à 80% du monde est religieux. Et donc, vouloir traiter de ces questions de changement... On va lire René Girard, hein.
Voilà, c'est ça. Vouloir traiter de ces questions là, sans parler des changements, serait effectivement, je crois, une erreur. Je vais aller très vite là-dessus parce que vous avez tous là, mais je vais juste vous prendre l'exemple de Lockwood Church. C'est une église. Dans cette église, personne ne veut parler, du moins à George Marshall, ne veut parler tout court ni de changement climatique. Il y a 45 000 personnes. 45 000 personnes, il faut 2 mois de mobilisation pour arriver à les faire venir sur une question climatique. En fait, les églises ont tendance à produire leurs propres médias, à lever leurs propres fonds, à publier et vendre leurs propres ouvrages, livres, publications. 2 tiers des gens sur Terre sont croyants, avec une immense majorité de religions. Norenzayan considère qu'en fait, on traite des 2 millions d'évolutions de l'homme sous tout un tas d'aspects. Il faudrait aussi intégrer l'évolution des religions et de la diversité de ces religions dans ces cadres de lecture. Maintenant, est-ce que les Verts, les écologistes, ne peuvent pas apprendre des croyants? Dans notre culture, on retrouve des valeurs sacrées. La défense des gamins, torturer c'est pas bon, les parcs nationaux sont sacrés. Chez les Américains, chez nous, ça n'a rien à voir. C'est une démarche complètement différente. En fait, faudrait-il faire de la lutte contre les changements climatiques une valeur sacrée, non négociable, comme les gamins? Peut-on mobiliser des valeurs sacrées sans religion? Pour l'origine de l'écologie, il faut lire William Cronon, qui est, à mon avis, le seul qui explique bien la naissance de l'écologie à partir des travaux qui ont été faits par un certain nombre de philosophes américains. Je pense aussi à Aldo Léopold et tous les autres. Voilà, Aldo Léopold, ouais. Etc. Parce que là, on mélange un petit peu les choses, me semble-t-il. On parle d'écologie et quand on regarde l'histoire de l'écologie dans les différents pays, disons à partir du 19e siècle, même si ça n'avait pas toujours le nom, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même des décisions à la fois politiques, des mouvements sociaux, des manières de s'approprier la question de la nature et de l'usage qu'on en fait, qui ont fait évoluer les cadres mentaux des populations dans évidemment des éléments de culture différents. Oui. Moi, je pense que c'est intéressant de travailler sur un livre, mais ce bouquin ne mérite pas 1 heure de débat intensif. Hein. Ah, je sais pas. Je finis vite fait ça. Moi, hein. Je finis vite fait cela. C'est la question des religions, ancrage, assemblage de caractéristiques qui deviennent un groupe religion, etc. Bon, il y a une critique d'un certain nombre d'aspects sur les religions, mais la question, donc je vais terminer là, tout est écrit ici. La question c'est comment doit-on intégrer la religion? Doit-on faire une séparation religion-science? Doit-on faire une séparation entre le monde personnel de la religion et les changements climatiques de l'autre côté? Est-ce qu'on doit emprunter à la religion son pouvoir de mobilisation des gens? Et effectivement, on a donc tout un tas de questions qui se posent là-dessus. En gros… alors on se demande pourquoi il y a eu le mouvement des Lumières en Europe. Ah mais bien sûr, bien sûr. Je termine vite fait, c'est l'avant-dernière diapo pour laisser la place. On part du principe, je voudrais revenir sur cette diapo qui est un peu plus pédagogique. En fait, souvent on s'oppose aux gens, au lieu d'affirmer leur vérité, de rendre hommage à ce qu'ils ont fait, d'être à leur côté. Et on part du principe que l'acceptation des changements climatiques se transmet par osmose, simplement en lisant, en regardant un truc. Et en fait, on oublie que et là, c'est selon George Marshall, donc c'est une thèse à discuter, bien sûr. Il n'y a pas de reconnaissance si on croit au changement climatique. Personne ne va reconnaître ce qu'on a fait. Il n'y a pas de langue, il n'y a pas de moyen de prendre en compte les doutes. Il n'y a personne pour en croire. Ça peut pas être une croyance, c'est un fait scientifique. Laisse-moi finir, comme ça après on discute. Il n'existe pas non plus de défense
contre la régression. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que dans une église, tous ces phénomènes-là sont intégrés. Alors que quand quelqu'un est, entre guillemets, converti au changement climatique, c'est à lui de se débrouiller. Alors, après, voilà ce qu'il met. Si la chrétienté était organisée comme le changement climatique, on lirait la Bible rangée dans un tiroir de sa chambre d'hôtel et on essaierait d'être gentil avec l'entourage. Si le changement climatique était une religion, elle serait triste, ne prévoirait que culpabilité. En gros, ça interroge le mode de communication et le mode pédagogique. Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre sur le syndrome de l'autruche de George Marshall, avec des choses qui font débat. Il nous manque, j'ai pris un petit quart d'heure de plus par rapport à ce qui était prévu, vu qu'on a commencé à écart. On se donne un petit temps. Est-ce que vous voulez que j'interrompe l'enregistrement ou est-ce que je le laisse courir quand même quelques minutes? On avait dit tout à l'heure que je suspendais l'enregistrement pour que la discussion soit totalement libre. On fait comme ce qu'on avait dit en début de conversation, d'accord? Donc,